Radio J, viens, je t'emmène. Sur ce générique, on a quand même envie de chanter avec France Gall et avec mes invités ce matin. Il s'agit de Steve Krief, Gigaï d'Europe. Bonjour Lise. Bonjour Steve. Et bien sûr, Dominique Friedman, les Journées européennes de la culture juive pour Paris, région parisienne. Je crois qu'il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait, pour préparer la nouvelle saison qui commencera au mois de septembre, qui sera cette année la famille. La famille, oh bon, oui, c'est large comme thème. On va pouvoir, surtout la famille juive, ça touche tout le monde. Voilà. Donc un très beau thème. Mishpuche en yiddish, mishpacha en hébreu. On va peut-être dire mishpuche aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, grâce à tous les deux, nous partons pour Cracovie, Dominique. Eh ben oui, aujourd'hui, je vous invite dans l'une des villes les plus mythiques de l'Europe centrale et du Yiddishland. Cracovie, Kruke en yiddish, est située dans le sud de la Pologne et c'est l'une des plus anciennes villes et des plus riches sur le plan culturel en Europe centrale. L'ancienne capitale de la Pologne a été le siège d'ailleurs des rois polonais fondés par le mythique Krak qui a donné donc son nom à la ville de Cracovie. Établie sur la Vistule, Wisła en polonais, Weisel en yiddish. Bravo. Et oui, aujourd'hui, je suis sur plusieurs langues. Cracovie est un véritable joyau. Steve aussi, il est sur plusieurs langues, non ? On le sera. On va tenter d'être fidèle aux accents. D'accord. Donc je disais, Cracovie est un véritable joyau du patrimoine culturel national qui attire une foule de touristes du monde entier. D'ailleurs, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. C'est une ville de légende, de monuments inestimables. Et puis c'est aussi une ville très animée qui enchante tous depuis le début de la visite. Alors je vais commencer notre déambulation dans cette ville par la Barbacane, qui est située sur le Planti. Planti, ce sont des jardins qui entourent la vieille ville sur les vestiges de l'ancienne muraille. En passant par la porte Florian, on se retrouve dans la partie la plus ancienne de Cracovie, qui fut épargnée par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Ici, chaque bâtiment dégage l'élégance d'un style et raconte sa propre histoire. N'oublions pas que Cracovie a été autrichienne pendant très longtemps. On arrive ensuite sur le Rynek, qui est la place la plus animée de Cracovie. Rynek est aussi une des plus grandes places médiévales d'Europe. Elle mesure 200 mètres sur chaque côté. Ah oui, en effet. La place est entourée de bâtiments historiques impressionnants, comme la Halle aux Draps, qui abrite aujourd'hui des boutiques d'artisanat local, des boutiques de souvenirs. Dans cette Halle aux Draps se trouve également la galerie d'art polonais du 19e siècle, où l'on découvre les maîtres de la peinture polonaise de l'époque des Lumières à la fin du 19e siècle. Et surtout, le charme du Rynek tient des façades des maisons colorées qui entourent la place. Arrêtons-nous maintenant devant la basilique Sainte-Marie, l'une des églises les plus importantes de Cracovie. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique polonaise. Elle a été construite au XIIIe siècle. L'intérieur abrite un magnifique autel en bois sculpté par un artiste allemand, Wetzstoss. Et c'est l'un des plus grands et des plus célèbres autels en bois du monde. Et la basilique est aussi connue pour sa tour de l'heure où un trompettiste joue une mélodie traditionnelle chaque heure, jour et nuit. Sur la place de Rynek, on trouve également des fleuristes, des calèches bariolées qui vous emmèneront vous promener dans la vieille ville de Cracovie. Il y a aussi des événements et des animations tout au long de l'année. Maintenant, empruntons l'ancienne voie royale, aujourd'hui la rue Groszka, pour rejoindre la colline Wawel. Dominant la ville depuis la colline, le château Wawel abrite la cathédrale royale, le tombeau du roi Casimir III. On peut y visiter les appartements royaux, les salles d'État et des expositions culturelles. Et puis savez-vous que Cracovie abrite 17 universités. 17 oui, 17 oui, c'est impressionnant. Avec en premier lieu l'université Jagellonne, vieille de 650 années, marquée par le pape Jean-Paul II. Alors, de Cracovie, on va à Kazimierz, mais Kazimierz, c'est un quartier ou c'est une ville à côté ? Racontez-nous. Alors c'est ça, c'est un petit peu comme dirait Gabin à Belmondo, on ne sait pas si le Prado est un jardin dans un musée ou un musée dans un jardin. Dans un jardin, c'est pour ça que je pose... Donc on va tenter d'élucider ça. Alors en 1335, donc le roi Casimir le Grand, dont on parlait Dominique, qui est connu aussi pour l'émission L'île aux enfants, mais à cette époque-là, il a fondé à proximité de Cracovie une ville indépendante, Kazimierz, dans laquelle il autorise
autorisa les Juifs à s'établir. Kazimierz est le quartier juif le mieux conservé de toute la Pologne. Longtemps à l'abandon, refoulé dans la conscience des Polonais après la disparition de ses habitants, il a ressurgi en tant qu'entité à forte valeur patrimoniale à la faveur du tournage du film de Steven Spielberg, La liste de Schindler. La visite commence donc par la rue Miodowa, qui veut dire du miel, d'où l'on entre dans la rue Żeroka, rue centrale du ghetto. À l'angle des deux rues se trouve le beau bâtiment de l'ancien mikvé, datant de 1567, transformé aujourd'hui en resto, où sont servies des spécialités juives. La rue Żeroka est une grande place rectangulaire, autour de laquelle s'agencent la plupart des édifices de la communauté. Le cimetière et la synagogue Réma sur la droite, la synagogue Stara tout au bout, la synagogue Popper sur la gauche. Au centre de la place, le petit parc est entouré d'une grille faite de chandeliers à 7 branches. Alors là, on va visiter donc les synagogues. La vieille synagogue fut édifiée au XVe siècle en style gothique, inspiré par celle de Worms, Prague et Ratisbonne. Elle abrite aujourd'hui le musée d'histoire et de la culture des Juifs de Cracovie. L'intérieur est magnifique et restitue parfaitement l'atmosphère d'une vieille synagogue, avec en particulier au centre une bima circulaire réalisée en fer forgé. C'est magnifique. C'est très très beau. C'est vraiment une sorte de temple dans le temple. Sur les côtés et dans les pièces adjacentes à la salle de prière sont exposées des œuvres d'art et d'objets de culte, ainsi que des photographies figurant l'ancien Kazimierz. Non loin de là se situe le musée de Galicie, inauguré en 2004 à l'initiative d'un photographe anglais. On peut notamment y voir des expos consacrés à la Galicie juive. Fondée en 1620, l'ancienne synagogue Popper est située au fond de la cour. Elle a été transformée en centre d'art et de concert. Ensuite, il y a la maison de Landau, qui date du XIVe siècle. C'est l'une des plus vieilles et des plus grandes maisons de pierre du quartier juif. La synagogue Réma, la seule en activité actuellement, fut fondée en 1553 par Israël ben Yosef Isserles et porte le nom de son fils, le philosophe et célèbre rabbin Moses Isserles, dit Réma. Donc il y a quand même une synagogue qui fonctionne. Voilà, c'est vraiment celle qui est en activité. Donc il y en a plein autour, il y a beaucoup de lieux à visiter. Dans l'émission précédente, vous avez parlé de ces découvertes du sport par les Juifs de Tunisie. Mais là aussi, il faut mettre vos baskets, marcher et découvrir tous ces lieux. Oui. Et la synagogue Réma a une particularité d'avoir une porte monumentale qui est aussi celle de l'entrée du cimetière. Car cette synagogue forme en effet avec celui-ci un important ensemble de l'architecture juive du XVe siècle, comparable à l'Aldnau Schule et au cimetière de Prague dont on a parlé dans l'émission précédente. Oui. D'importantes rénovations ont eu lieu récemment permettant d'admirer les fresques. En reprenant la rue Żeroka jusqu'au bout, vous arrivez à la rue Josepha, où vous découvrez au numéro 38 la synagogue Wysoka, qui doit son nom au fait que la salle de prière se trouvait au premier étage. Depuis la rue Jakuba, vous apercevez l'arrière de la très impressionnante synagogue Hajik, à l'angle de la rue Isaka, qui fait face au mur du cimetière. Elle date de 1638 et a été fondée par un marchand, Isaac Jakubowicz. Sa façade, à l'escalier monumental, donne sur la rue Kupa. Détruite par les Allemands, reconstruite aujourd'hui, elle est un lieu de mémoire qui abrite une exposition sur les Juifs de Pologne et où sont programmés de nombreux films sur Kazimierz. Dans cette rue-là, donc la synagogue Kupa se trouve au bout de cette rue, dans la rue Warschauer, construite au début du XVIIe siècle à l'emplacement de l'enceinte extérieure du ghetto. Elle a été magnifiquement restaurée et abrite des concerts de musique. Vous parvenez ensuite sur la place Novi, qui veut dire nouvelle, très pittoresque, appelée aussi place juive, où s'élève un marché couvert de formes circulaires. Et enfin, last but not least, la synagogue Temple, qui se trouve à la rue Miodowa, à l'angle de la rue Podletsy, qui est remarquable pour ses vitraux. Et donc, on peut toutes les visiter, ces anciennes synagogues. Elles sont rénovées en dehors de celles qui fonctionnent, bien sûr. Alors, normalement, oui, mais il faut quand même se renseigner auparavant pour être sûr. À l'Office du tourisme. Voilà, à l'Office du tourisme, vous les contactez. Et à nouveau, vous avez vraiment tous les contacts sur jguideeurope.org des synagogues pour être sûr vraiment qu'elles soient ouvertes. D'accord, super. Alors, juste à propos de la place Novi, juste dire que c'est une place très, très animée aujourd'hui, notamment le soir, où tous les jeunes de Cracovie, les jeunes touristes également se rendent, plein de petits bars autour où on peut déguster des petites vodkas, des bières, et même pendant la journée, avec au cœur modération, de la place, avec modération bien sûr, où on vient manger des petites choses à grignoter comme ça. C'est un endroit assez fameux aujourd'hui, vraiment c'est une place assez fameuse dans Cracovie, surtout le soir, voilà.
Alors maintenant, je voudrais vous emmener traverser la Vistule et vous emmener dans le quartier de Podgorze. Alors Podgorze, c'est moins, je dirais, c'est un peu plus triste, bien sûr, mais c'est un quartier très important pour nous, en tout cas, juifs. C'est un lieu incontournable puisque c'était le ghetto de Cracovie. Le point le plus intéressant de Podgorze reste selon moi les vestiges du mur de ce ghetto situé entre le 25 de la rue Lwowska et le 62 de la rue Limanowskiego. Un autre lieu incontournable, c'est la place principale du ghetto, ce qu'on appelle la place des héros, où l'on sélectionnait les juifs avant de les déporter. C'est sur cette place que vous découvrirez les monuments aux chaises, un hommage de Roman Polanski visant à rappeler que les juifs ont dû abandonner leur maison et leurs effets personnels. Sur cette même place se trouvait la pharmacie de l'Aigle, la seule pharmacie du ghetto pendant l'occupation et lieu de nombreux refuges, donc de nombreux juifs. À côté de l'ancien ghetto se trouve la célèbre usine d'Oskar Schindler, créée dans l'optique de profiter de la main-d'œuvre bon marché et qui a finalement fini par sauver la vie de centaines de personnes. L'usine abrite aujourd'hui un musée retraçant l'évolution de la ville de Cracovie durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que l'action d'Oskar Schindler. Et puis on ne peut pas parler en fait du ghetto sans évoquer Mordechai Gibirtik. Bien sûr, le célébrissime auteur yiddish de poésie, de chansons qui sont rentrés vraiment dans la mémoire commune. Bien sûr, mais Gibirtik, c'est l'auteur de Reisele, c'est l'auteur de Sbrent, Bridele et Sbrent, bien sûr. En fait, Gibirtik vivait avec sa femme et ses 3 filles dans le quartier juif de Kazimierz, à Cracovie, au numéro 5 de la rue Berek Jozelewicz, où existe d'ailleurs une plaque commémorative depuis 1992. Voilà, on peut voir encore sa maison. Voilà, et en mars 1942, Mordechai Gibirtik et sa famille sont transférés dans le ghetto de Cracovie. Il y continue son œuvre poétique en compagnie d'autres artistes qui vivent dans la petite cité qu'est le ghetto. Mais le 4 juin 1942, il est tué avec sa seconde femme lors de l'action dite du jeudi sanglant menée par les nazis dans le ghetto. Ouais. Je vous emmène maintenant un tout petit peu à l'extérieur de Podgorze, dans le camp de Plaszów. Le camp de Plaszów fut créé à la fin de 1942 sur les terrains des cimetières juifs. On érigeait les juifs du ghetto cracovien et des ghettos des autres villes. Le nombre de prisonniers détenus dans des conditions inhumaines, affamés, forcés de se livrer à un travail exténuant, atteignait 35 000 personnes. Les bâtiments du camp n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a ni baraques, ni miradors, et des maisons d'habitation occupent une partie du camp. La villa occupée par Amon Goeth, ce cruel et sanglant dirigeant donc de ce camp, existe toujours. De même que la fameuse maison grise où habitaient les SS connus pour leur terrible cruauté. Quelques obélisques commémorent les victimes du camp. Et du côté de la rue Kamienskiego, on a érigé une statue de 7 mètres de hauteur des victimes du nazisme où l'on a représenté avec une symbolique forte des cœurs arrachés. Enfin, on ne peut pas parler de voyage à Cracovie sans se rendre sur le site d'Auschwitz-Birkenau, situé à 1 heure de la ville. Donc, vraiment un territoire haut en histoire, hein, des Juifs ashkénazes. Steve? Oui, alors on parlait tout à l'heure de visites de synagogues, lesquelles sont ouvertes, à quelle heure, etc. C'est important donc aussi de prendre contact avec le centre communautaire juif qui est très actif là-bas et qui a toujours été impliqué dans le partage de la culture juive de Cracovie. Mais depuis quelques années, il est également très impliqué suite à la guerre en Ukraine, ayant accueilli de nombreux réfugiés. En tout, plus de 80 000 personnes ont été aidées de toutes confessions, à la fois des gens qui se trouvaient dans les localités polonaises proches de la Russie et d'Ukraine. Donc il reste très actif pour les aider de différentes manières, avec distribution, nourriture, médicaments, jouets, vêtements. Donc c'est vraiment un centre très très actif. N'hésitez pas à le contacter. À nouveau, vous avez vraiment toutes les coordonnées sur notre site J-Guide d'Europe. Et là, on parlait tout à l'heure des Journées européennes de la culture juive. Il est également actif dans cette organisation. Par exemple, l'année dernière, il y avait 7 jours de fête avec conférences, entretiens, jeux en ville, spécialités culinaires, visites touristiques, ateliers de danse. Donc vraiment beaucoup de choses. Il y a un bel effort pour redonner vie à ce judaïsme de Cracovie. Mais est-ce que les Juifs sont de retour? Là, comment dire, pas ça beaucoup, reste assez maigre. Oui, ça reste maigre. Mais à certains moments de l'année, on va dire, il y a des moments de retrouvailles, de festivités quand même. On parle à peu près de 800 Juifs à peu près à Cracovie, qui fréquentent en fait les endroits communautaires, voilà. Ouais, et il y en avait évidemment au moins 5 fois plus avant la guerre. Oui. 10 fois plus, je dirais. Ouais.
Alors, Steve. Et un tout petit clin d'œil aussi sur quelques films qui ont été filmés. On a parlé de La liste de Schindler, bien sûr, Grand Budapest Hotel, La double vie de Véronique et Ivan le Terrible, donc des films très divers. Et bien sûr, une œuvre à revisiter, celle d'Andrzej Wajda, le grand réalisateur, avec des films tournés là-bas, notamment comme L'homme de marbre, Le mariage et Katyn. Bien sûr. Alors, des musées et des sites hors de Cracovie, très rapidement. Alors très rapidement, Dominique. le musée national de Cracovie, qui est l'un des plus grands de Pologne, avec une collection d'art polonais du Moyen-Âge à nos jours. Le musée d'art contemporain, qui est un coup de cœur pour moi, le MOCA, qui est dédié à l'art contemporain. Il est d'ailleurs juste à côté de l'ancienne usine de Schindler. C'est un musée qui vous propose de découvrir les artistes polonais et internationaux dans une architecture remarquable. En fait, le musée aussi Styrowski, qui abrite notamment la célèbre Dame à l'Hermine de Léonard de Vinci. Et puis, à 10 km du centre-ville, se trouvent les mines de sel de Wieliczka. Ces mines de sel sont exploitées depuis le XIIIe siècle. Elles sont l'une des plus anciennes mines de sel au monde et sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO depuis 1978. La mine de sel comprend un réseau de galeries et de chambres souterraines avec des sculptures en sel, des chapelles, des lacs salés, de puits et même une église sculptée entièrement dans le sel. La visite est accessible à tous les âges, mais certaines parties peuvent nécessiter une bonne condition physique. Enfin, on ne peut pas visiter aussi Cracovie sans goûter à la cuisine polonaise traditionnelle dans l'un des nombreux restaurants de la ville. La plupart des restaurants de la ville donc sont autour du Rynek, dans le centre-ville. Mes préférés sont Charagesh, Loi Cendrée, qui affiche une décoration très soignée. On y déguste une cuisine sophistiquée, avec des produits régionaux de saison, comme le hareng mariné, la poule rôtie, l'agneau et sa purée de pois, ou encore le cendre préparé à la polonaise. Ça y est, j'ai faim. Situé à 2 pas de la place du marché, propose une cuisine polonaise revisitée, avec des plats phares, également le hareng, mais également le confit d'oie, le borsch, le cou farci, le cendre de Mazurie, ou encore la joue de bœuf rôtie. Il y a une belle terrasse d'ailleurs. Et puis il y a les spécialités, il y a les restaurants de spécialités juives dans le quartier de Kazimierz. S'ils ne sont pas cachers, et les plats pas toujours fidèles aux recettes de nos grands-mères, les cadres restent chargés d'histoire et de souvenirs Mais est-ce qu'il y a au passé. moins un resto cachère? Alors on peut manger cachère sur demande, bien sûr, au centre communautaire, au JCC. Oui, bien sûr. Et il y existe également une petite cantine cachère sur réservation également. Voilà, c'est bien de le savoir pour nos auditeurs. Alors, il y a aussi une longue tradition de café à Cracovie, qui était liée à la proximité avec Vienne et l'appartenance de la région à l'Empire austro-hongrois pendant 130 années. Mes coups de cœur sont Camelot, qui est un café cosy avec une décoration un peu vintage, qui propose des pains et des pâtisseries maison, des cafés d'été, des petits déjeuners et des brunchs. Et puis, Reder. Reder, c'est un petit bout de Moyen-Orient à Cracovie. Un véritable café, librairie, centre culturel, restaurant dédié à la culture juive. Le lieu d'ailleurs est le QG du Festival de la culture juive de Cracovie, dont a parlé Steve. Le café occupe un ancien shtibel, une maison de prière, dans l'ancien quartier juif de Kazimierz. Assis sur une chaise, allongé sur un tapis surélevé, vous pourrez boire un excellent café à la cannelle ou au cardamone, ou vous rafraîchir le palais avec un thé à la menthe, à la marocaine ou à l'israélienne. Manger du houmous ou d'autres plats inspirés de la cuisine du Moyen-Orient. Ça sent le vécu. Alors, Dominique, le temps passe très très vite. On va s'arrêter là pour l'instant et on va demander à Steve de nous donner très vite les événements phares en Europe. Alors, quelques-uns, je vais vous recommander tout particulièrement une exposition à travers les yeux des Juifs italiens à Ferrare, au musée Le Mais, extraordinaire musée absolument à visiter. Et ils ont une exposition qui relève un immense défi, celui de présenter 2200 ans d'histoire et de culture juive italienne dans un spectacle de 24 minutes. Une œuvre réalisée par Giovanni Carrada et Manuela Fugenzi permet aux spectateurs de traverser les époques, les âges d'or de ce judaïsme italien, mais aussi les pages sombres. Alors, Londres, à part les manifs qu'on n'aime pas en ce moment. C'est sûr. Et là aussi, on peut se replonger dans l'ancienneté de l'histoire juive qui montre que les Juifs ne sont pas que dans les noms de rues et de plaques, qu'il y a une vie juive bien vivante et bien résistante dans une exposition à la bibliothèque du quartier de Swiss Cottage organisée avec le musée juif de Londres. Bruxelles. Alors à Bruxelles, il y a de nombreuses visites guidées organisées par le CCLJ et la Maison de la Culture Juive. Il y en a une dans le quartier des Marolles. Alors ça s'appelle Visite guidée Bruxelles, la Juive. Voilà, et vous pouvez aller sur le site du CCLJ. C'est organisé le 5 mai 2024. Une belle expo. À voir absolument, hein, c'est au cœur de Bruxelles. Visite, pardon, pas expo. Voilà. Tolède. Alors à Tolède, l'école de théâtre sur le thème du
théâtre juif médiéval au Museo Sephardi du 5 au 7 avril. Suite au succès de la précédente édition de 2023, le musée propose d'explorer le théâtre juif médiéval à travers la musique, la danse, le mime, le pantomime et les costumes. D'anciennes pièces qui étaient principalement réalisées à Pourim, une sorte de journée des fous des Juifs. Voilà. Et Pourim qui arrive à grands pas, Genève. Et à Genève, Tes livres ce midi, ce titre très drôle qui permet d'accueillir donc des auteurs différents au SIG, le Centre israélite de Genève, le 9 avril, un rendez-vous avec un auteur et des dédicaces à la suite. Eh bien, on a envie d'aller partout grâce à vous, Dominique Friedman, Steve Krief. Là, aujourd'hui, nous étions partis pour Cracovie et à la demande de Dominique, il nous reste vraiment 30 secondes. On va écouter un extrait de la très belle chanson de Mordechai Gebirtik de Cracovie, interprétée par Chava Alberstein et c'est Ray Zelleh, bien sûr. Merci à tous les deux. Merci Lise. Merci Lise. Au revoir. Gib a pfeifen, ruf ois Reisel, kum, kum, kum. Öffnet sich a Fenster, wacht aufs alte Heisele, und bald klingt in stillen Gessel, as is größere Reisele. Noch a Weile wart, mein Lieber, bald will ich sein frei. Geh sich noch a paar Mal über, 1, 2, 3. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité, Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc, merci à vous. À tout à l'heure. Radio J. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du